Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Info en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Durant le pic de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, un hôpital construit par la Chine s'est révélé indispensable dans la lutte contre le virus. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'avoir coordonné et participé à la destruction de mausolées à Tombouctou durant le conflit malien en 2012. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé qu'il n'octroierait pas les 5 000 naira d'assurance chômage. La banque Barclays a officiellement annoncé son intention de vendre sa filiale africaine dans le cadre d'un programme de sauvetage mondial. Enfin, après plusieurs mois d'absence de pluie, les agriculteurs algériens appréhendent une nouvelle sécheresse. Épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Un hôpital construit par la Chine dans la capitale s'est révélé indispensable dans la lutte contre le virus. Maintenant que l'épidémie est en voie de disparition, le local retourne à la normale, offrant des services de santé classiques aux habitants de Freetown. C'est un lundi ordinaire et une foule de patients a déjà commencé à faire la queue pour recevoir des soins. Ils attendent le docteur Kanou, le directeur de l'hôpital qui a étudié en Chine pendant près de 10 ans. Cet hôpital est le meilleur de Sierra Leone parce que les gens savent qu'une équipe chinoise y travaille et nous avons différents équipements comme des scanners, des rayons X, des machines à ultrasons et un laboratoire dans lequel nous conduisons de nombreuses expériences. Cet hôpital reçoit entre 50 et 80 patients par jour. En raison du manque de médecins locaux, des membres de l'équipe chinoise constituent toujours le gros du personnel de l'hôpital. La Sierra Leone manque sérieusement de médecins durant la période d'Ebola. Nous avons même perdu des médecins, une douzaine. Donc nous manquons vraiment de médecins locaux et nous sommes très reconnaissants envers l'équipe chinoise. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement chinois. Le docteur Tran Rao est le chef de la 17e équipe médicale chinoise en Sierra Leone. Depuis leur arrivée en avril dernier, lui et ses collègues ont eu pour tâche de reprendre les rênes de l'hôpital pour assumer les fonctions journalières de diagnostic et de traitement. D'abord, il faut être bon dans tout ce qui est médecine de base pour que les gens en bénéficient directement. Ensuite, il faut renforcer notre vision et introduire les bonnes techniques de la médecine chinoise en les intégrant à l'environnement de la Sierra Leone petit à petit. En raison de la qualité des traitements et des services, l'hôpital a attiré des patients de Sierra Leone et même au-delà. Mon ami a eu des problèmes, il a eu un accident de bateau. Maintenant, nous sommes à l'hôpital, il y a de bons médecins. Maintenant, il peut marcher et il va mieux. La Chine a décidé récemment d'augmenter son personnel dans chaque équipe médicale, les faisant passer de 10 à 20 à partir de cette année. La dernière équipe est arrivée en février. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est accusé d'avoir coordonné et participé à la destruction de mausolées à Tombouctou durant le conflit malien en 2012. Cette affaire inédite pourrait créer un précédent si elle donne lieu à un procès. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est le premier djihadiste poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Selon l'accusation, il est suspecté d'être un membre d'Ansar Dine, un groupe islamiste militant qui a pris le contrôle du nord du Mali en avril 2012. Ils ont établi une version stricte de la charia et détruit 9 mausolées à Tombouctou, qu'ils considéraient être un blasphème. Cela a porté un coup dévastateur aux personnes de la région. Ces mausolées étaient comme la mémoire de la communauté musulmane à Tombouctou. Quand on parle de Tombouctou, tout le temps on dit c'est la cité des 33 saints, 333 saints. Tous ces saints ont leur tombeau à Tombouctou. Et tous ces tombeaux sont des lieux de pèlerinage, des lieux de recueillement. Les défenseurs des droits de l'homme qui se sont rendus au Mali au début du procès du djihadiste veulent que d'autres crimes soient ajoutés au chef d'accusation. Cela inclut plus d'une centaine de cas de viol et de mariage forcé. Selon les avocats, cette affaire créera un important précédent.
Je pense que les accusations de destruction du patrimoine mondial sont importantes, mais il ne faut pas le faire au détriment d'accusations qui concernent directement la souffrance humaine, que cela soit le meurtre, le viol ou bien le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits. Il devrait porter plus d'attention à ces crimes. Et je pense que si la CPI poursuit correctement ces accusations, plus d'attention sera accordée à ce genre de crimes dans le futur. Les partisans de la CPI espèrent aussi que cette affaire apaisera l'exaspération de certains pays africains que la CPI cible injustement, en montrant que la procédure peut être aussi utilisée pour protéger l'héritage culturel africain. Si la Cour réussit à condamner Al-Fati al-Mahdi pour la destruction du 9 mausolée, cela pourrait offrir la voie à d'autres cas de vandalisme culturel, comme la destruction d'anciens sites en Syrie par l'État islamique, qui pourraient être jugés pour crimes de guerre. En Afrique du Sud, la reprise des cours sur le campus de l'université de Pretoria s'est faite sous une forte présence policière. Le retour des étudiants fait suite à l'arrestation de nombre d'entre eux accusés de violence après des bagarres à caractère raciste dans l'université. Un calme inquiétant après une semaine de violentes manifestations à l'université. Une forte présence policière est installée tout autour du campus. Il y a même une surveillance accrue des étudiants entrant dans les locaux. D'autres étudiants ont appris le matin qu'ils étaient interdits d'entrer dans les lieux et exclus de l'université pour avoir incité à la violence. Il s'agit là de tactiques pour faire dérailler les changements au sein de l'institution et nous allons travailler sur cela. Nous allons y répondre de façon appropriée et nous allons poursuivre les manifestations jusqu'à ce que nos demandes soient entendues ou nos pleurs et nous n'arrêterons pas. La violence a fait suite aux protestations des étudiants sur un amendement proposé sur la politique de la langue. Les propositions voulaient que l'anglais soit la première langue de tous les enseignements et l'afrikaans et le CPD seraient utilisés en appui aux étudiants pour les tutoriaux et les exercices pratiques. Mais d'autres estiment qu'il faut discuter de cela à la table des négociations. Tout ce que nous voulons est un accord pacifique. Nous comprenons qu'il s'agit d'une question très sensible entre les deux parties. C'est très émotionnel. Beaucoup en ont fait une chose personnelle et puis il y a un contexte plus large de transformation. Nous comprenons que les choses peuvent toujours partir hors de contrôle et nous demandons à toutes les parties prenantes d'agir de façon professionnelle et de s'engager pacifiquement. Tandis que d'autres sont impatients de retourner en classe. Les gens veulent aller à l'école tout comme moi, car ce qui se passe nous ralentit et nous voulons la paix ici à l'école. J'espère retourner en cours et obtenir mon diplôme de façon pacifique, et aussi que tout le monde puisse s'accepter et se tolérer en tant que nation d'amour que nous sommes. De nombreux politiciens de tous bords ont convenu d'apporter leur soutien collectif visant à favoriser la réouverture de l'université. Ils veulent garantir que l'université ne fermera pas de nouveau, sauf pour des circonstances exceptionnelles. En Afrique du Sud, toujours, une famille de réfugiés essaie de reconstruire sa vie à Johannesburg après avoir fui la guerre civile en Syrie. Peu après leur arrivée dans la ville, ils ont ouvert un restaurant de cuisine syrienne. Cela semble être un vrai succès auprès des habitants. Les 5 années de conflit en Syrie ont créé une vague de personnes déplacées qui ont fui la région pour atteindre les côtes européennes. Des milliers de réfugiés syriens ont choisi des routes dangereuses. Tous cherchent la sécurité et une vie meilleure. Mais Yasser et Safa Jabri al-Jeraoui savaient que le périple vers l'Europe était dangereux. Ils ont donc décidé de fuir en Afrique du Sud. Ils sont arrivés il y a 14 mois avec leurs 3 garçons et ont ouvert un restaurant syrien dans le quartier East Rand de Johannesburg. Notre premier choix était de voyager en sécurité. Je ne m'enfuis pas d'un lieu non sûr pour risquer ma vie et celle de mes enfants. Comme en mer, nous avons donc choisi ici. Nous savons que l'Afrique du Sud est un bon pays et avant les gouvernements syriens et sud-africains entretenaient de bonnes relations. Ne connaissant que très peu l'anglais, une valise par personne, commencer une nouvelle vie n'a pas été facile. Mais le couple est déterminé à réussir et ne veut pas être considéré comme des réfugiés.
Nous sommes comme la plupart des autres Syriens qui cherchent simplement un lieu sûr. Nous sommes partis de notre pays pour être en sécurité. Nous devions recommencer notre vie en sécurité et c'est la raison pour laquelle nous avons quitté notre pays. Je trouve ça dur lorsque les gens disent que nous sommes des réfugiés. Je n'aime pas ça. Car avant, les Syriens ont reçu de nombreuses personnes venant du Koweït, d'Irak, du Liban, de la Turquie, et nous ne les avons jamais appelés des réfugiés, mais des frères et des sœurs. Nous avons ouvert nos portes. Je veux m'installer, rendre ma vie moins pénible, offrir de meilleures conditions à mes enfants pour qu'ils oublient ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé, et nous espérons rentrer en Syrie une fois que cela sera sûr. Le dur labeur de Yasser et Safa a payé. Le restaurant syrien se porte bien et les Sud-Africains peuvent découvrir une nouvelle saveur du Moyen-Orient. I cook from my heart with love. Je cuisine avec mon cœur et avec amour. C'est ma nourriture. Je suis fier de la Syrie. Je veux que les gens sachent que je suis syrien. Je veux donner une bonne image du peuple syrien. To give the people good picture about the Syrian people. C'est un nouveau début, une nouvelle cuisine, de la nourriture que nous n'avons jamais goûtée avant. C'est un endroit que je recommande. De savoir que la famille est arrivée ici en premier lieu, sans savoir ce qu'ils faisaient, de savoir qu'ils ont parcouru autant de chemins et ouvert un si magnifique restaurant, c'est remarquable. Au lieu de se tourner les pouces et ne pas savoir quoi faire, je suis très fière et contente qu'ils s'en sortent. Selon les Nations Unies, les Syriens sont à présent la population de réfugiés la plus nombreuse au monde. Mais Yasser et Safa ne veulent pas être considérés comme des réfugiés en Afrique du Sud. Ils veulent montrer que le peuple syrien est courageux et capable de reconstruire une nouvelle vie ailleurs. Économie à présent. Le président nigérian Muhammadu Buhari a annoncé qu'il n'octroierait pas les 5000 naira d'assurance chômage. Le président a indiqué qu'à la place, le gouvernement investirait lourdement dans les infrastructures pour créer des emplois chez les jeunes. Ordinateurs et téléphones défectueux ne sont pas étrangers à se diplômer en microbiologie. Cela fait 5 ans que Namdi Mabia est diplômé de l'université. Il n'a pas été assez chanceux pour avoir un emploi. En observant ses amis dans cette entreprise depuis près d'1 an, il a acquis la capacité de réparer ses objets. Mais il ne gagne pas grand-chose. Ce n'est pas suffisant pour payer ses factures. Même si ce n'est pas beaucoup, Namdi comptait sur l'allocation mensuelle de 5000 naira que le gouvernement avait promis aux diplômés sans emploi. So for me, 5000 naira would have 5000 m'aurait bien aidé dans le sens où j'aurais pu trouver un équilibre. Si je l'ajoute à l'argent que j'économise maintenant, cela peut m'aider à commencer d'autres petites activités. Ça m'aurait aidé et facilité le lancement de cette activité. Cet argent pourrait couvrir mon transport et si mon transport est couvert, cela représente beaucoup pour moi. Les diplômés au chômage comme Namdi Millions ont eu de l'espoir, mais seulement une fraction de la population bénéficiera de ce que le gouvernement a désormais à offrir. Le pays dit qu'il fournira des allocations aux personnes âgées et aux handicapés. 70% des 170 millions de Nigériens sont des jeunes et environ 80% d'entre eux n'ont pas de travail et ce pourcentage continue de croître. Tous les ans, davantage de diplômés sortent de grandes institutions. Il est clair que pour l'administration du président Muhammadu Buhari, trouver un emploi pour des millions de jeunes, cela restera un problème tenace. Plus encore quand l'économie continue de subir les effets des faibles prix du pétrole. Le Nigeria dépend lourdement du pétrole brut qu'elle vend pour ses revenus. Cette contraction dans les revenus signifie des ressources limitées pour le gouvernement fédéral pour remplir certaines de ses promesses de campagne. Mais l'économiste pour le développement Jaï Gaskia pense que le président essaye d'arriver à certains résultats mais en y attachant simplement un fonds. A social investment is not a gift. Okay?
Dans ce genre de situation, un investissement social n'est pas un cadeau, ce n'est pas comme le Dasuki Gate, ce n'est pas comme partager simplement de l'argent et dire « mets cet argent sur le compte de cette personne ». Il y a une raison pourquoi on appelle cela un transfert d'argent conditionnel. Conditionnel signifie qu'il y a une condition sur quelque chose. Même si vous allez créer de l'emploi qui va être dirigé par l'État, vous allez payer des gens pour faire cela. Ils ne vont pas le faire gratuitement, sinon c'est un travail d'esclave. Voilà pourquoi c'est appelé conditionnel. Donc on dit « vous voulez que les gens retournent au travail, mais avec une valeur ajoutée. Vous voulez leur donner la capacité de rester pour trouver du travail et à la fin qu'ils restent au travail. » L'administration du président Buhari prépare la mise en place du plus ambitieux budget du Nigeria. Sa stratégie est largement vue comme une tentative de raviver l'économie en effectuant de grandes dépenses dans les secteurs stratégiques et en diversifiant l'économie. La banque Barclays, l'une des plus importantes institutions financières britanniques, a officiellement annoncé son intention de vendre sa filiale africaine dans le cadre d'un programme de sauvetage mondial. La reconstruction signifie la vente des 62,3% d'actions de Barclays Afrique dans les 2 à 3 années à venir. La vente de Barclays Afrique mettra fin à un siècle d'affaires sur le continent. La banque emploie 45 000 salariés, soit un tiers de l'ensemble du personnel de Barclays, et possède plus de 1200 branches dans 12 pays africains. Cette sortie de l'Afrique réduira les petites opérations en Asie, en Amérique du Sud, en Russie et ainsi que dans d'autres pays européens, avec une perte de 1200 emplois. Il s'agit d'une restructuration radicale, mais selon les analystes, le plan pourrait échouer. Au Kenya, la banque Barclays cherche à rassurer ses clients en disant que l'annonce de sa sortie n'affectera en aucun cas ses opérations. Le groupe Barclays Afrique détient 68,5% de Barclays Kenya. Pour nous ici à Barclays, au Kenya, les affaires fonctionnent comme d'habitude. Notre stratégie n'a pas changé. Je souligne nos efforts sur le développement des petites et moyennes entreprises, sur le genre, et nous utilisons l'innovation comme plateforme de réalisation de notre programme de croissance. Je pense que tant que le conseil et la gestion prennent en compte notre travail, demain sera juste un jour comme il y a un an ou un mois. Nous nous concentrons sur l'exécution de notre stratégie et je pense que le plus important est que le groupe africain Barclays s'engage dans la stratégie de l'Afrique. Voici maintenant le moment consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. Les bourses européennes ont terminé en nette progression mardi, prolongeant le rebond du mois de février. Et l'euro a touché son plus bas niveau en près de 3 ans face au yen, la faiblesse des derniers indicateurs d'activité ayant conforté les anticipations d'un nouvel assouplissement monétaire de la BCE. À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 1,22%. Le FTSE britannique a pris 0,92% et le DAX allemand 2,34%, dopé par le secteur automobile. La bourse de New York a fini en très forte hausse mardi, remontant à son niveau de début janvier, à la faveur d'indicateurs supérieurs aux attentes attestant de la bonne tenue de la première économie mondiale. L'indice Dow Jones a gagné 2,11%, le S&P 500 a pris 2,39%, le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 2,89%. Voici maintenant le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice Ch'topy d'Afrique du Sud a gagné 1,87%, l'indice Mazi du Maroc a progressé de 0,22% et l'indice Cetune de Tunisie a fini avec une hausse de 0,54%. Et nous enchaînons tout de suite avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Agriculture pour terminer. Après plusieurs mois d'absence de pluie, les agriculteurs algériens appréhendent une nouvelle sécheresse.
Le déficit pluviométrique et les températures douces qui ont marqué les 3 derniers mois en inquiètent plus d'un. Une situation qui a d'ailleurs engendré de nombreux problèmes de travaux agricoles, notamment l'assèchement des sols en surface. Les agriculteurs sont ainsi les premiers à souffrir de cette situation problématique. Labourer les terres devient très difficile et les nouvelles cultures peinent à pousser et à se développer. Cette année fut exceptionnelle. Des mois d'hiver très doux, sans pluie ni neige. Mais la sécheresse inquiète le monde agricole, même si la cote d'alerte n'a pas encore été atteinte. Une sévère sécheresse sévit sur la plupart des régions du nord de l'Algérie, suscitant l'inquiétude des paysans qui commencent à être envahis par le doute. Le manque de pluie est accompagné d'une remarquable douceur avec des températures très élevées pour la saison, faisant de ces mois les plus doux dont se rappellent les opérateurs du secteur agricole. De nombreux experts soulignent que la raison principale de cette sécheresse s'explique par le réchauffement climatique. Donc, ces 3 dernières années, concernant les températures, donc on a remarqué une augmentation des températures, surtout en termes de fréquence du nombre de jours dépassant un certain seuil. Par exemple, cet été, les températures au-dessus du seuil de 32 degrés Celsius. Donc c'est tout le mois de juillet qui a été au-dessus de 32 degrés Celsius. Alors que pour les précipitations, donc on a une tendance à la baisse et surtout ces dernières années. L'inquiétude est d'autant plus grande que ce manque de pluie survient à un moment crucial de la saison, celui où la température commence à monter, alors que les plants ont besoin d'eau pour assurer un bon développement. C'est la menace la plus redoutée chez les agriculteurs, la sécheresse de fin de saison, qui peut transformer une saison prometteuse en cauchemar. C'est en cette période, à savoir l'hiver, que le manque d'eau serait fatal pour les récoltes. En effet, le manque d'eau a influé sur les prix des fruits et légumes au niveau des marchés. Cette année est très différente des années précédentes en termes de précipitations. Il pleut rarement, le climat est chaud, comme si nous étions au mois d'août alors que nous sommes en février. Cela a conduit à une hausse des prix des légumes et des fruits. Nous sommes très inquiets en raison de ce manque de pluie et de la hausse des températures. Des tremblements de terre se produisent aussi de temps à autre. Le climat de cette année sera inscrit dans l'histoire. Ces éditions d'Afrique Info est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 en partenariat avec Jonathan Messina pour un nouveau journal. Je vous rappelle également que l'information c'est aussi sur Internet, sur notre site fr.cntv.cn. Je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.